Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans ce journal du 17 avril. C'est l'un des principaux ports français et méditerranéens. Le port de Marseille-Fos a adhéré officiellement au SIA-Index du Yacht Club de Monaco, un référentiel qui permet d'évaluer les émissions de CO2 des navires de plaisance de plus de 25 mètres. Au Sénégal, la visite d'Isabelle Béro Amadei se poursuit. La ministre des Relations extérieures et de la coopération a concentré ses efforts en ce troisième jour sur la formation et l'entrepreneuriat, tandis qu'à New York, la délégation de la direction du tourisme et des congrès promeut la destination Monaco sur grand écran dans les rues de Times Square même. Et puis elle a formé des légendes du football. L'académie de l'AS Monaco FC fête ses 50 ans dimanche. Nous serons en duplex avec son directeur Sébastien Nuet. Marseille et Monaco, main dans la main. Cet après-midi, le port de Marseille-Fos a adhéré au SIA-Index du Yacht Club de Monaco, une initiative pionnière visant à évaluer et à réduire l'empreinte environnementale des bateaux de plaisance, comme nous l'expliquent Patricia Navarro et Alexandra Paolini dans ce reportage. Les ports de la Méditerranée sont en première ligne face aux enjeux climatiques. Pollution, biodiversité, gestion des déchets, autant de défis auxquels doivent répondre les acteurs du secteur maritime. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont vu le jour pour rendre la plaisance plus durable. Le Yacht Club de Monaco a pris le leadership en la matière, en créant notamment en 2020 un outil à destination des bateaux de plaisance, le SIA-Index, auquel le port de Marseille-Fos vient d'adhérer. C'est totalement une reconnaissance et c'est une reconnaissance qui va dans plusieurs sens. D'abord, c'est une reconnaissance de notre SIA-Index et puis c'est aussi la preuve que nous travaillons ensemble à toute cette problématique de décarbonisation des grands yachts, mais aussi du yachting, et ça c'est vraiment très important. Donc on a passé le stade de la prise de conscience et pour rentrer dans l'acte, puisque le SIA-Index est quelque chose qui mesure et qui incite les propriétaires à agir, et on a déjà beaucoup de résultats, on est assez satisfait de ça, et que les autres ports s'associent à ça, ça va démultiplier nos efforts. Au Yacht Club de Monaco, cette transition vers plus de durabilité passe donc par l'innovation et la sensibilisation. L'adhésion du port de Marseille-Fos est une reconnaissance de la pertinence du SIA-Index qui permet d'orienter et d'encourager les pratiques plus responsables. Le SIA-Index tel qu'il est proposé, c'est un outil qui permet de mesurer les attentes environnementales, les exigences environnementales. Et au fond, pour nous, pouvoir nous associer à cet outil, c'est une façon non seulement de marquer notre démarche pour l'environnement et pour la compatibilité entre le développement économique et l'exigence environnementale, mais c'est aussi une façon de nous contraindre à ce que les engagements pris soient vérifiés, soient contrôlés. Et c'est donc une façon aussi de légitimer notre action par le contrôle citoyen. Entre Monaco et la grande région marseillaise, une même ambition, donc faire du nautisme un secteur plus responsable. À travers cette adhésion, le port de Fos rejoint un réseau d'une vingtaine de ports, principalement de Méditerranée, mais également situés aux Caraïbes et aux Seychelles. Direction le Sénégal pour la suite de notre série de reportages consacrée à la première visite d'Isabelle Béro Amadei dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Une visite qui permet à la ministre des Relations extérieures et de la coopération d'aller à la rencontre des partenaires de la principauté qui œuvrent sur le terrain, notamment en matière d'insertion professionnelle. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Sylvain Péroumal pour suivre ce déplacement. Oui, après le domaine de la santé ou de la protection de l'enfance que la direction de la coopération internationale soutient ici au Sénégal, c'est un autre secteur que nous avons souhaité vous faire découvrir ce soir, celui de la formation et de l'entrepreneuriat porté par l'association des jeunes chrétiens du Sénégal, un partenaire de la principauté depuis 2023. Nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. Ces mots de l'écrivain Cheikh Hamidou Kane résonnent au Sénégal. Avec un taux de chômage qui dépasse les 23%, la future génération a un rôle à jouer pour l'avenir du pays. Conscient du potentiel des jeunes Sénégalais, l'AJCS, l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal, est moteur dans la promotion de l'entrepreneuriat. On accompagne majoritairement des jeunes porteurs de projets sur le modèle 3F, c'est-à-dire formation, formalisation et après accompagnement au financement. Monaco alloue 40% de son aide au Sénégal en faveur d'acteurs locaux. Une coopération alignée aux besoins du pays et qui est gagnante
Pour preuve, le témoignage de ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés grâce à la JCS et au soutien de la Principauté. Des sociétés dans le secteur de l'aquaculture, de l'élevage, de la communication ou de l'éducation. Exemple concret dans la petite enfance avec Marguerite Sarr. En 2020, elle a lancé Angers Christine, une garderie qui a grandi au fil des années. À ses débuts, elle accueillait 3 enfants. Aujourd'hui, ils sont 64. J'ai commencé avec de faibles moyens et juste quand j'ai eu la connaissance de AGCS, c'est venu vraiment au bon moment. Parce qu'il me manquait du matériel didactique, il me manquait des jouets. Et vous savez ici, les parents, on parle des enfants, mais les parents, ils sont beaucoup plus intéressés par les jouets. Parce que quand ils viennent, ils peuvent voir le confort, mais sans les jouets, ils sont découragés, ils vont aller voir ailleurs. Donc, AGCS, ça fait que j'ai acheté beaucoup de jouets, des jeux de cours, des jeux didactiques. J'ai aménagé les classes, j'ai acheté des chaises, j'ai acheté pas mal de choses. Et là, vraiment, ça me permet de fonctionner à fond et d'aller vers ma concurrence parce qu'il y en a. Cette belle réussite ainsi que toutes les autres ont motivé la Principauté à renouveler son partenariat avec la JCS pour une durée de 3 ans. Elle réaffirme ainsi son engagement de soutenir des initiatives locales portées par des acteurs locaux qui sont au plus proche de la réalité du terrain. Nous n'avons pas fini de vous faire voyager, nous partons à présent aux États-Unis, où Monaco brille dans l'un des quartiers les plus emblématiques du monde. Une nouvelle campagne de promotion Visite Monaco est actuellement diffusée sur les écrans géants de Times Square à New York. Notre correspondant permanent est aux côtés de la délégation monégasque partie faire la promotion de la destination Monaco auprès des acteurs du tourisme américain. D'outre-Atlantique, ils ne sont jamais très loin des résultats de l'hôtellerie monégasque. Les visiteurs américains figuraient en 2025 parmi les 2 premières clientèles étrangères en principauté. Julie Danzinger dirige Embark Beyond, un réseau new-yorkais de conseillers en voyage de luxe. I think one of the most common misconceptions about Monaco with an American tourist prior to visiting is that it's pretentious. That's one. The second thing is that it's not family friendly, and it could not be further from the truth on both points. It's super comfortable, it's relaxed, actually more relaxed than you might think. It is high end, it is high class, but it is relaxed and enjoyable and honestly incredibly family friendly. Et cette stratégie habille désormais le carrefour urbain le plus fréquenté du monde. Dans le balai permanent des écrans de Times Square, la direction du tourisme et des congrès a fait une place pour son label Visite Monaco via des films de promotion diffusés toutes les 2 minutes. Ce lieu et ce format permettent de renforcer de façon significative la diffusion de notre message. C'est un lieu mondialement connu, iconique, qui permet de toucher, on estime, environ 1 million de personnes par jour. Il n'y a pas de meilleure plateforme pour aller développer la notoriété de notre destination auprès d'une audience à la fois américaine mais aussi internationale, puisqu'en fait le monde visite Times Square et ça permet donc de donner un élan à cette campagne absolument unique sur un marché extrêmement stratégique, puisque le marché américain est le premier marché de la destination sur la saison estivale. Et dans ce marché, la direction du tourisme et des congrès compte depuis 2022 sur un intermédiaire spécialisé, l'agence DCI, chargée de promouvoir la principauté auprès des professionnels du tourisme aux États-Unis. US travelers value efficiency, accessibility, and also a feeling special when they choose where they're going. And so Monaco fits all of that criteria. And our job is to make sure that those travelers know that up front. And that is why the Monaco Everything at Once positioning really connects to the American audience, because we are tapping into the need for or the desire to be able to do a lot of activities, whether it's going to a major sporting event and then having a wellness experience or a cultural experience, perhaps in the same day, but definitely in the same trip and within the same country. And so we're really pushing that message to the right audience here in the US that values those messages, those key points.
Un public américain également spectateur de la dématérialisation des agences de voyage aux États-Unis, où 80% des conseillers en tourisme travaillent aujourd'hui à domicile. Un modèle plus concurrentiel qui impose de renforcer la présence physique des délégations. Une dizaine d'hôtels monégasques de 3, 4 et 5 étoiles étaient ainsi représentés, dont l'Hermitage Monte-Carlo, dirigé par Guillaume Ranvier depuis janvier 2026, et le Columbus Monte-Carlo, conduit depuis 8 ans par Victoria Stevenson. L'hôtel Hermitage, c'est avant tout l'héritage d'une époque et puis d'une destination qui est Monte-Carlo. Et notre responsabilité en tant qu'hôtelier, c'est de préserver celui-ci, tout en étant capable de le faire s'exprimer dans une époque qui est la nôtre. Mais on sait que cette clientèle, et notamment américaine, est extrêmement attachée à l'aspect historique et de revivre une forme d'époque, de savoir-vivre et de savoir-être qu'on se doit, nous tous, à travers les équipes, de pouvoir leur transmettre cette sensibilité, cette émotion. Le Columbus Monte-Carlo est un établissement qui est différent de beaucoup d'établissements à Monaco, déjà par sa situation géographique. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on met en avant vis-à-vis de la clientèle américaine. C'est un petit bijou au sein de Monaco, dans un quartier très privilégié, Living Like a Local. Et c'est vraiment cet élément-là qu'on met en avant, le côté discret, mais en même temps lifestyle de l'établissement. Et je pense que c'est quelque chose que recherche une clientèle américaine quand ils viennent en Europe, quelque chose de différent, qui surprend. En parallèle de cette nouvelle campagne de promotion diffusée sur Times Square, 7 villes américaines ont désormais des lignes aériennes directes vers l'aéroport voisin de Nice, un atout supplémentaire pour ces établissements. Retour chez nous, depuis 25 ans, l'association monégasque contre les myopathies, renommée récemment Only Project, soutient la recherche pour trouver un remède notamment à la myopathie de Duchenne, la plus répandue chez les enfants. Réunis sur 2 jours à Monaco, des chercheurs ont présenté leurs dernières avancées au Prince Albert II. Le président de l'organisation, Luc Pétavino, est au micro d'Alexandra Pani et Thomas Deus. Le souverain, depuis le tout début de la création de l'association monégasque contre la myopathie, aujourd'hui appelée Only Project, a accompagné toutes les actions que nous avons faites, que ce soit des levées de fonds, des tables rondes avec les scientifiques, des écrits, des voyages. Et ce n'est que normal de pouvoir de temps en temps faire un point avec ce dernier et les équipes présentes. Donc quand nous avons commencé il y a 25 ans aujourd'hui, de financer la recherche, de faire évoluer la science, nous étions à des étapes de recherche fondamentale, puis de recherche appliquée, de preuve de principe, de brevet. Et puis petit à petit, on s'est approché vers quelque chose de tangible qui pouvait éventuellement devenir une thérapie. Donc on a créé aussi, on a financé des biotech, on a créé des fonds de dotation. Et aujourd'hui, on a un essai clinique assez extraordinaire sur une douzaine de patients à l'hôpital de Garches, que nous finançons et que nous faisons avancer discrètement et fortement, de manière à pouvoir s'approcher de plus en plus des thérapies. Nous le souhaitons. Il faut toujours être prudent avec la science et la recherche. Il ne faut pas créer de faux espoirs. Mais la réalité, c'est qu'on peut commencer à en parler parce qu'on a passé le cap de la phase 1, de la toxicité. On est sur la phase 2A et on va la terminer probablement d'ici fin 2026. Depuis 2005, nous avons créé un projet extraordinaire qui s'appelle Only Watch. Et ces 10 éditions ont permis d'élever des sommes très substantielles. Et on vit dans un monde aujourd'hui où justement la recherche est souvent menacée. Il y a beaucoup de coupes sèches budgétaires et ça met en question les évolutions des travaux des chercheurs. Et dans ce contexte, on a quand même la chance d'avoir une possibilité d'assumer nos engagements sur 3 à 5 ans grâce à ces sommes-là. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les recherches financées par l'association, rendez-vous donc sur le site onlyproject.org. Ce dimanche, l'AS Monaco Football célèbre en grande pompe les 50 ans de son académie. Nous recevons à cette occasion le directeur du centre de formation, Sébastien Muet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous accorder cette interview quelques jours donc avant l'anniversaire de l'Académie. 50 ans, ça se fête. Quels seront les temps forts de la journée ?
À 50 ans, oui, effectivement, c'est un bel héritage. Écoutez, déjà, le temps fort prioritaire, c'est que l'événement se tournera autour de notre rencontre de Ligue 1 contre l'AJ Auxerre. Et nous aurons effectivement deux, trois gros temps forts avec en premier un beau tour d'honneur organisé en pré-match avec l'ensemble des acteurs qui ont bâti cette réputation mondiale de la qualité de l'Académie de l'AS Monaco. Et puis en post-match, l'idée est de faire partager un moment convivial avec toute génération confondue autour de nos légendes qui seront présentes également pour fêter ce 50e anniversaire, avec l'idée de faire partager certainement des souvenirs, parce que nous aurons plusieurs générations de joueurs qui seront représentés, peut-être certains joueurs qui ne seront pas vus depuis une grosse dizaine d'années, avec des vieux, des jeunes, mais unis par une même passion qui est la formation et le centre de formation de l'AS Monaco. Voilà, donc tout tournera autour de ce match à 15h. Et pour cette rencontre, les joueurs porteront un maillot spécial aux couleurs de cet anniversaire. À quoi va-t-il ressembler ? Le jeune joueur qui rentre en Ligue 1 aujourd'hui a souvent le 33, le 34, 35, et notamment ce 33 qui est un petit peu le chiffre emblématique. Et nous, ce sera le 50 floqué dans le dos à l'effigie et de ce 50e anniversaire qui représente tous les bâtisseurs qui ont fait que cette formation monégasque aujourd'hui est une référence dans le football européen. Vous l'avez dit, de nombreuses légendes passées par la Diagonale seront présentes pour célébrer l'événement. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous citer quelques noms, ou là aussi c'est secret ? Non, il y a rien de secret, mais vous savez très bien comme moi que parfois les agendas de ces personnalités-là peuvent être à la dernière minute un peu modifiés, mais quelle chance on aura d'avoir des gens comme Bruno Bellone ou Dominique Bijota ou Gaël Givet ou bien d'autres, et peut-être certains qui nous feront même l'honneur en dernière minute d'être présents, et je vous laisse deviner les noms et les attentes qu'on a autour de cet événement-là. Dans ce cas, ce sera de belles surprises. Vous avez prévu aussi un musée éphémère. Quelles sont les modalités d'accès ? C'est gratuit, ouvert à tous ? Pendant combien de temps ? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouvera ? On y trouve des trucs exceptionnels. Je fais un petit clin d'œil à Julien Bourron qui a réalisé un travail fantastique, qui est à la fois passionné du club et collectionneur. Effectivement, ce musée éphémère est situé à la Diagonale, dans l'espace de vie des jeunes joueurs de la Diagonale. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui à disposition de l'ensemble des jeunes joueurs, parce que je pense qu'il est important pour un jeune joueur actuel de savoir la responsabilité qu'il a en termes d'héritage, donc de connaître l'histoire. Ensuite, évidemment que nous le laisserons à disposition de l'ensemble des salariés du club, mais nous aurons également, et c'est un beau clin d'œil qu'on fait, en tout cas c'était une volonté que le club avait, de aussi le permettre une visite à l'ensemble de nos supporters, de nos abonnés, passionnés. Je crois qu'il y aura une communication qui sera faite dans les heures à venir pour permettre sur inscription d'avoir une petite visite de ce musée éphémère dans lequel vous avez des documents d'époque. Allez, je vous fais une petite anecdote, mais il est très très rare aujourd'hui de pouvoir voir ce qu'était le premier contrat signé par Manuel Amoros. C'est ce qui est à l'intérieur de la Diagonale. On ne peut pas faire un musée sans faire un petit clin d'œil à l'ensemble de nos joueurs internationaux passés par les équipes de France, à savoir cette petite anecdote qui fait que l'Académie de l'AS Monaco est le seul club formateur à pouvoir se vanter d'avoir, sur chaque victoire de l'équipe de France dans les grandes épopées mondiales, un buteur issu de la formation monégasque, en nom et place de Bruno Bellone en 84, de David Trezeguet, Emmanuel Petit, et puis monsieur Kylian Mbappé qui a marqué en 2016. Donc 2018, j'étais un petit peu vite, en 2018, et derrière nous aurons bien sûr un petit clin d'œil aussi à nos joueurs issus de l'académie qui sont aujourd'hui au sein de notre équipe professionnelle et qui rayonnent en Ligue 1 au service de notre staff et notre coach Sébastien Pocognoli. Et quand on parle donc de recrutement, comment est-ce que vous les recrutez, ces jeunes ? Qu'est-ce que vous recherchez en premier lieu ? On a une équipe de scouts aujourd'hui sur le territoire français et un peu partout en Europe et dans le monde qui travaille avec une expertise aujourd'hui du diagnostic et l'évaluation des potentiels. Pas simple. Donc on a constitué énormément d'indicateurs qui varient en fonction des âges, parce que vous doutez bien qu'entre un indicateur à 13 ans n'est pas le même indicateur qu'on pourrait rechercher à 18-19 ans. Et tout ça nous amène à évoluer une multitude de facettes du jeune joueur,
Aujourd'hui, pour performer au plus haut niveau, il faut d'abord peut-être une personnalité, un caractère, un état d'esprit qui soit spécifique, qui soit engagé dans le travail. Et puis derrière, le football vous amène obligatoirement à parler de qualité athlétique, à parler de qualité et de maîtrise de l'ensemble des gestes techniques, de connaissance du jeu, d'analyse du jeu. Vous savez, c'est très vaste. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expertise aujourd'hui dans la détection et dans le recrutement de l'AS Monaco n'est plus à justifier parce que tous les jeunes joueurs qui nous rejoignent à l'âge de 16 ans ont tous passé un filtre qui est énormément rigoureux, énormément précis et qui nous amène à avoir un garçon comme Marnès Akliouche aujourd'hui aux portes de l'équipe de France et aux portes de la Coupe du Monde, issu de la formation avec à la fois des valeurs et de la qualité de footballeur, mais surtout de magnifiques valeurs d'hommes et de valeurs humaines et d'intelligence. Donc voilà un petit peu comment on travaille, mais je ne vous cache pas que parler du recrutement, il faudrait plutôt prendre un rendez-vous parce qu'on a énormément de choses à dire, on a énormément de choses à travailler, parce que la remise en question dans ce domaine-là, elle est continuelle et permanente. Merci infiniment Sébastien Muet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Officiellement reconnu comme un sport cérébral, les échecs, vous le savez, ont une place importante à Monaco. Deux grands noms de la discipline se sont opposés ces derniers jours en principauté. Un duel présenté comme le clash des générations, réunissant une étoile montante et un ancien champion du monde. Gaëtan Lebrun et Julien Laugier ont assisté à la finale. Regardez. À seulement 14 ans, le prodige turc Yagiz Erdomus est en train d'écrire l'histoire des échecs mondiaux. Le jeune grand maître mène 4-1 face à l'ancien champion du monde Veselin Topalov avant la 6e et dernière partie qui se déroule aujourd'hui. Grâce à cette avance acquise hier, Erdomus est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à franchir la mythique barre des 2700 points Elo. Donc c'est absolument remarquable. Pour vous donner une idée, Magnus Carlsen, qui est champion du monde et toujours numéro 1 mondial, a franchi cette barrière à 17 ans. Et l'ancien record était détenu par un jeune Chinois de 15 ans et 10 mois, il me semble. Donc Yagiz bat ce record de plus d'un an. Ce clash des générations est organisé par la Fédération monégasque des échecs avec le soutien du mécène turc Evren Ugok, très engagé dans le développement de la discipline. Eh bien, Evren est résident à Monaco, donc il a une passion sur les échecs. Donc nous avons donc une passion commune. Il adore les locaux du Cercle d'échecs de Monte-Carlo, qui sont un véritable musée. Et là, ça nous permet, quand on organise un match entre deux joueurs, de pouvoir le faire au club. Et on a transformé le club spécialement pour l'occasion. Mais tout reste encore à confirmer ce soir. En cas de défaite dans cette ultime partie face à Topalov, le Turc pourrait immédiatement repasser sous les 2700 Elo, même si son ambition maintenant est de devenir le seul joueur de l'histoire à atteindre la barre des 2900 points. Un peu plus de légèreté à présent avec ce spectacle des ballets de Monte-Carlo coproduit avec le Printemps des Arts. Différents compositeurs ont relevé le défi, celui de créer un mini-ballet à partir d'une œuvre musicale qui n'a pas été écrite pour la danse. La première de miniature avait lieu hier soir. José Sacré, Julien Laugier et Clélia Renaud. Accueillis par Jean-Christophe Maillot et Bruno Mantovani, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente des Ballets de Monte-Carlo et du Printemps des Arts, ont assisté à l'Opéra de Monte-Carlo jeudi 16 avril à la première représentation de Miniature, un spectacle qui ouvre la célébration du 40e anniversaire de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. On rentre vraiment dans le moment où on célèbre avec ceux qui ont accompagné, je dirais, tout au long de ces 40 ans, l'histoire de cette compagnie, puisque ce sont 4 chorégraphes qui sont tous issus de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo lorsqu'ils étaient danseurs, Jeroen, Francesco, évidemment Mimosa qui est toujours là, et Julien, et qui sont tous en train de développer une carrière de chorégraphe importante. Et donc il y a cette idée de la transmission, du passage de l'attitude du danseur à l'attitude du chorégraphe. Et donc, je leur ai demandé de venir partager avec nous cette soirée avec ces créations mondiales musicales et de se confronter à cette difficulté de répondre à une demande musicale sur laquelle ils n'ont pas eu de choix. Et c'est vrai que c'était une idée au départ de Marc Monet,
qui curieusement d'ailleurs aujourd'hui résonne encore mieux parce que cette idée du miniature, c'est-à-dire un petit format de 10 à 12 minutes maximum, correspond assez bien à l'époque dans laquelle on vit où les choses sont énormément raccourcies, où on voit sur ces réseaux sociaux des choses qui durent très très peu de temps. Et finalement, le spectateur devient habitué à voir des choses qui sont peut-être un peu moins longues. Et là, il y a une variété incroyable puisque chaque pièce est très différente l'une de l'autre. Et toutes les 10 minutes, on a une nouvelle proposition. Donc c'est quelque chose qui effectivement retrouve ce qu'on avait fait il y a 23 ans et qui montre à quel point aussi peut-être l'idée qu'on avait eue avec Marc Monet à l'époque était novatrice. Les miniatures, c'est mon premier contact avec la principauté de Monte-Carlo en tant que musicien, puisque j'étais l'un des commandés de cette première édition en 2004, où Marc Monet avait demandé à 7 compositeurs d'écrire des œuvres qui étaient chorégraphiées par Jean-Christophe Maillot postérieurement. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré Jean-Christophe, c'est la première fois que j'ai rencontré Monte-Carlo, et est née 22 ans après cette création l'idée de continuer ce projet en reprenant 2 pièces de l'époque et en passant 4 commandes de nouvelles pièces à 4 compositeurs chorégraphiés par 4 anciens danseurs de la compagnie. Alors les compositeurs, c'est moi qui les ai choisis. Ce sont des partenaires de vie depuis de fort longues années. Il me semblait intéressant d'avoir 4 personnalités très ouvertes sur d'autres arts que sur la musique, mais qui sont aussi des gens pour qui l'écriture a une force. Et avec votre ensemble, l'ensemble orchestral contemporain. Et oui, j'ai amené mon ensemble pour défendre ce répertoire, qui est un ensemble spécialisé, l'ensemble orchestral contemporain, dans la création et dans la musique de la modernité du XXe et XXIe siècle. Et voilà, j'avais grand bonheur dans ces esthétiques très différentes, mais très puissantes. C'est merveilleux parce que d'avoir cet ensemble contemporain de Saint-Étienne qui est vraiment formidable avec des musiciens qui sont rompus à des tas de choses. Vous allez voir, il y a le violoniste qui fait de la percussion, il y a la pianiste qui joue avec sa carte de crédit dans le piano parce qu'un des compositeurs lui a demandé ça, il y en a qui chantent. Toute cette folie-là correspond bien finalement aussi à la forme de folie que sont celles des danseurs et des danseuses de la compagnie des ballets de Monte-Carlo qui sont prêts à peu près à toutes les aventures. Ce qui est vraiment bouleversant pour moi, c'est le choix qu'a fait Mimosa Koike de demander à 5 anciens danseurs des ballets de Monte-Carlo de redanser. Alors, outre Bernice Copiters, Gaëtan Morlotti, qu'on n'a pas revu sur scène depuis longtemps, on va revoir Annabelle Salmon, qui a arrêté de danser il y a 23 ans et qui revient sur scène ce soir. Francesca Dolci, qui est devenue entre-temps ma secrétaire chérie, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et qui reprend aussi son travail sur scène. Azière Ouria Guerreca, qui aussi n'a pas dansé depuis 11 ans. Donc là, cette dernière pièce, elle est assez bouleversante de Mimosa, et c'est une merveilleuse idée qu'elle a eue, d'une très grande poésie, et qui vraiment, symboliquement, est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre dans le cadre de ses 40 ans aux danseurs de cette compagnie. Miniature par les ballets de Monte-Carlo et l'ensemble orchestral contemporain, un spectacle dédié à la mémoire du plasticien scénographe Philippe Favier, à voir jusqu'au 19 avril à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est le rendez-vous mode de la Principauté. La Monte-Carlo Fashion Week se poursuit, organisée par la Chambre monégasque de la mode. L'événement permet de réfléchir aux enjeux de l'industrie textile, aussi bien à travers des défilés que des conférences. Comme vous le voyez sur ces images, hier soir, le directeur stratégique d'Essilor Luxottica et président de Ray-Ban, Leonardo Maria Del Vecchio, a partagé sa vision et sa success story. Un brillant parcours qui lui a valu le Monte-Carlo Fashion Week Award 2026.
Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les photos que nous avons choisi de vous partager ce soir sont consacrées à la mise en place du Grand Prix historique qui approche à grands pas. Et oui, nous sommes à J-7 du premier des 3 Grands Prix de cette saison en Principauté. La météo arrive, elle vous sera présentée par Alban Gingembre et ne manquez pas ensuite votre après-JT sur les coulisses de l'Hôtel de Paris. Passez une excellente soirée sur Monaco Info, à demain 19h. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, le soleil nous accompagnera tout le week-end, la plage du Larvoto n'attend que vous. Demain, nous profiterons d'un beau temps en Principauté, très peu de nuages et un indice UV bien présent, des températures comprises entre 14 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés l'après-midi, ressenti 30 au soleil. Comme d'habitude, pensez à vous protéger. Demain, samedi 18 avril, nous fêtons les Parfaits et ce sera aussi la journée internationale des monuments et des sites. La Principauté regorge d'ouvrages qui méritent d'être vus.